Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman, femme et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite te permettre de rayonner dans ta carrière ou ton business, de rayonner dans ta famille, de rayonner dans ta sexualité et finalement de rayonner dans toute ta vie. Si tu as des questions, des envies ou des recommandations, rejoins-moi sur mon compte Instagram, Christine Levicki, pour échanger. Dans quelques instants, tu vas pouvoir accéder à cette conversation passionnante que j'ai pu avoir avec mon invité. Mais avant de commencer, je voudrais t'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. La Voix d'Athéna, c'est un accompagnement en 12 modules pour te retrouver et te remettre au centre de ta vie. Pour faire la paix avec ton corps et découvrir pourquoi il est urgent que tu apprennes à honorer tes envies. Pour faire la paix avec ton sexe et découvrir les trésors de la sexualité. Et surtout, et enfin, pour activer tes super pouvoirs féminins et commencer à vivre ta légende personnelle sans retenue ni délai. La Voix d'Athéna, c'est le programme pour les femmes qui veulent arrêter de se sacrifier et reconnecter avec ce qui les fait vibrer. Je propose ce programme une fois par an. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon site christinelevicki.com et à réserver ta place. On commence très bientôt. Aujourd'hui, je reçois au micro Marie-Éloi pour parler d'entrepreneuriat au féminin. Ancienne journaliste à RFI, puis cofondatrice d'une école Montessori dans le Morbihan, Marie-Éloi a fondé plusieurs réseaux pour promouvoir la place des femmes dans l'économie. En 2014, elle crée Femmes de Bretagne, réseau d'entraide, pour créer son entreprise. 500 événements par an dans 70 villes. En 2019, le réseau est dupliqué au niveau national. Femmes des territoires, cofondée avec la Fondation Entreprendre, a pour ambition d'accompagner 75 000 femmes dans leur création d'entreprise d'ici 2030. En un an, 40 antennes sont ouvertes. En parallèle, en 2016, Marie crée Bouge ta boîte, le réseau business pour les entrepreneurs déjà installés pour gagner en expertise, en leadership et en croissance. 1700 bougeuses se réunissent dans 120 cercles en France, soit 400 réunions de travail par mois. Et en 2021, forte du savoir-faire pragmatique acquis auprès des entrepreneurs, elle lance Bouge ton groupe, destiné aux femmes cadres et managers pour accroître la mixité dans les entreprises. Marie est également animatrice du podcast des Échos, Elles ont osé. Membre du comité gouvernance du MEDEF et intervenante régulière sur Europe 1 et sur la chaîne Bismart. Elle a également réalisé un TEDx en 2015 sur « Et si on osait croire en nous ». Elle a été sélectionnée par Forbes parmi les 40 femmes inspirantes en France en 2020 et nommée chevaleresse de l'Ordre national du mérite en 2021. Tout ça pour dire que c'est un vrai honneur de te recevoir au micro aujourd'hui, Marie. Merci Christine, merci à toi. Alors, ta mission, c'est de promouvoir la place des femmes dans l'économie. D'où te vient cet intérêt pour ce sujet ? En fait, c'est un chemin, hein. Je pense qu'on arrive toujours à la construction d'un chemin. C'est pas en naissant, on se dit je vais promouvoir la place des femmes dans l'économie. Mais c'est tout naturel parce que tu as dit que j'étais journaliste à RFI pendant 7 ans, Radio France Internationale. Et en fait, j'ai vu énormément de personnes dans le monde entier qui, avec parfois des bouts de ficelle, vraiment avaient un impact autour d'eux et qui avaient envie de changer le monde. Et c'était vraiment des héros anonymes un peu partout dans le monde. Et puis ensuite, moi, à la naissance de ma fille, j'ai cofondé une école Montessori. C'était vraiment mon premier pas dans l'entrepreneuriat, dans le collaboratif, dans l'entraide. Et puis, à cette époque-là, moi-même, j'étais maman solo de 2 enfants. J'aurais jamais osé pousser la porte d'un réseau d'entrepreneurs. Je me sentais d'ailleurs moi-même pas entrepreneur. Et c'est comme ça que j'ai créé le premier réseau Femmes de Bretagne. Et en fait, finalement, c'est une suite logique parce qu'on peut avoir l'impression que c'est un chemin tortueux pour ensuite vraiment travailler de manière globale sur la place des femmes dans l'économie avec les différentes organisations que tu as citées. Mais finalement, tout est logique parce que RFI, ça m'a permis de vraiment bien comprendre, d'observer et de voir qu'effectivement, il y avait des différences. À un moment, j'animais une émission sur les droits des femmes pour RFI, mais sans vraiment réaliser que finalement, on les vivait tout autant en France ou dans nos pays
dit occidentalisé. Et puis ensuite, Montessori, c'est vraiment être acteur de son apprentissage, donc apprendre à faire soi-même. Et c'est vraiment ce que je transmets à travers les différents réseaux aujourd'hui que j'ai pu créer. C'est permettre, enfin, je ne sais pas si le mot permettre d'ailleurs, mais faire en sorte que nous, les femmes, on soit actrices de notre carrière, de ce qu'on veut faire avec notre entreprise et finalement actrices aussi de notre impact. Et que globalement, on ait un impact tout aussi important que celui des hommes. Et c'est vraiment le tout aussi important qui compte, c'est-à-dire tout autant. Et c'est pas l'un contre l'autre, c'est vraiment ensemble, femmes et Hmm. hommes. Super, super. Je suis curieuse, dans ta famille, est-ce que les femmes avaient trouvé leur place? C'est drôle parce que c'est des questions que je commence à me poser, tu vois, seulement maintenant. Moi, ma maman elle nous a élevés, elle était mère au foyer, mais elle a repris ses études quand elle devait avoir 40 ans pour devenir orthophoniste et puis elle s'occupe de jeunes aveugles, d'enfants aveugles. Donc, elle a réussi vraiment, tu vois, à avoir une reconversion et à poursuivre son rêve. Mais, euh, mais je sais que j'avais des grands-mères qui ne pouvaient pas travailler, grand-mère, arrière-grand-mère, et arrière-arrière-grand-mère qui ne pouvaient pas travailler parce que c'était mal vu, en fait, ça ne se faisait pas. Et donc, qui ont été assez frustrées avec une arrière-grand-mère qui a passé son permis de conduire à 85 ans, quelque chose comme ça, après 17 tentatives. Donc, il y avait une forte envie d'autonomie, je pense, mais qui était assez frustrée par tout le conditionnement qu'elles ont pu recevoir et parce que ça ne se faisait pas, je pense. Hmm. Puis après, je suis issue d'une famille, j'ai été élevée à la campagne, dans le nord de la France, mais vraiment pleine campagne. Il n'y avait pas de voisins à moins de 500 mètres, pas 500 kilomètres, mais 500 mètres. Et avec des parents, avec une maman assez avant-gardiste. C'est-à-dire que pour elle, Montessori, c'était tout à fait naturel dès son jeune âge. Donc, on a été assez éduqués, je pense, dans cette atmosphère-là. On était dehors, on avait tout le temps. On mangeait bio à l'époque, dans les années 70-80. Mhm. Et, on avait notre potager, on allait au moulin chercher la farine, mes parents méditaient, faisaient du yoga. Ah Donc, oui. dans un petit village, c'était déjà un peu bizarre, on va dire, Hmm. à ces années-là. Alors que maintenant, ça paraît tout à fait normal presque. C'est très Mhm. bobo. Oui, Mais maintenant c'est très bobo. Ouais, ouais. à cette époque-là, non, c'était un peu bizarre, je dois dire. Ouais, de bizarre à bobo. Super. Alors, quand on regarde ton parcours, il y a vraiment des chiffres impressionnants, hein. Je disais tout à l'heure, Femmes de Bretagne, 500 événements par an dans 70 villes. Femmes des territoires, avec cette ambition d'accompagner 75 000 femmes dans leur création d'entreprise d'ici 2030. Et surtout, en un an, 40 antennes qui se sont ouvertes. Ensuite, Bouge ta boîte, 1500 bougeuses, 120 cercles en France, 400 réunions de travail par mois. Je suis curieuse de savoir comment tu expliques un tel développement. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est juste toi, parce que tu es une super Wonder Woman et que tu te déploies super vite, Ah bah non. ou est-ce que, voilà, ou est-ce qu'il y a autre chose qui explique un développement aussi rapide? Ouais, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, moi, je suis comme elle. Enfin, je suis comme toutes les femmes que je rencontre, qu'elles soient entrepreneurs ou salariées. Enfin, j'ai cette envie d'accomplir, d'être moi-même et de m'accomplir en étant vraiment moi-même. Et ça, c'est un sentiment que je rencontre à chaque fois que je vois des femmes entrepreneurs ou des femmes salariées qui ont envie de bouger les lignes. C'est vraiment l'envie d'être soi-même et parce que quand on est soi-même, c'est là finalement on est la plus puissante et donc là où notre impact peut être le plus puissant. Ça, c'est la première chose. Donc en fait, ça correspond finalement, comme j'ai créé vraiment ces réseaux à l'image de ce que j'en attendais moi, de ce que j'aurais aimé trouver. Finalement, ça correspond à beaucoup d'entre nous. La deuxième chose, c'est que on m'a donné un super conseil au démarrage, c'était de m'entourer de personnes plus compétentes que moi. Et vraiment, c'est ce que j'ai fait sur les différentes structures. Ce qui fait que on abat un travail conséquent. Et Mhm. ce sont des personnes extrêmement engagées qui vibrent vraiment, soit pour l'association, soit pour la boîte, qui vibrent vraiment pour ça. Je vais les citer. C'est Julie Baudin qui dirige Bouge ta boîte, bouge ton groupe. C'est André qui dirige Femmes des territoires. Et puis la dernière chose, c'est que je pense qu'on vit vraiment un moment d'éveil de l'inconscient collectif, d'éveil sur la place des femmes de manière générale. C'est-à-dire qu'on ouvre un peu tous les codes et tous les carcans qui ont pu être imposés aux femmes et aux hommes aussi en miroir finalement. Et c'est vraiment le sens de l'histoire, c'est dans l'air du temps. Donc, je pense que c'est tout ça qui fait que, bah oui, ça fonctionne et ça se diffuse parce que ça correspond. Enfin, c'est authentique en fait et c'est pile au bon moment.
Oui, c'est pile au bon moment. Alors, quelle est la situation actuelle sur la place des femmes dans l'économie? Vu que ton ambition, c'est vraiment que les femmes prennent leur place dans l'économie, quelle est la situation actuelle? On en est où? Alors, alors, j'aimerais tellement que l'égalité soit sexy, mais pour l'instant, elle ne l'est pas. On a l'impression qu'on en parle beaucoup parce que c'était la grande cause du quinquennat, mais après, il faut qu'il y ait les financements qui aillent avec, hein, et ça, c'est pas le cas aujourd'hui. Mais ce que j'entends souvent, c'est ah, c'est bon, la place des femmes dans l'économie, ça va, l'égalité, on y est. Ou alors, à force d'en parler, tu vas finir par lasser. Voilà, donc j'entends beaucoup de choses comme ça. Mais après, moi, je me raccroche toujours aux chiffres. Et ce sont donc pas que des ressentis, parce qu'effectivement, mes équipes et moi, on est tous les jours sur le terrain, donc on est tous les jours dans des trains en train de rencontrer des femmes, qu'elles soient dirigeantes d'entreprise ou au sein des organisations. Donc le ressenti, on l'a, mais maintenant, il faut s'appuyer sur les chiffres. Et aujourd'hui, quel que soit le domaine d'activité, on ne dépasse jamais dans les positions de pouvoir 10 à 20% de femmes. Jamais. Même dans les positions, dans les domaines pardon, les plus féminisés, parce qu'à chaque fois, on me rétorque, oui, mais la justice, l'éducation, il n'y a pas de femmes, on est à 80% de femmes, donc tu vois ton égalité. Hein. Mais en fait, quand on regarde les vraies positions de pouvoir, de responsabilité, de visibilité dans ces domaines-là également, on ne dépasse pas 10 à 20% de femmes. Donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre qui a été engendré et qui est très fort. C'est un constat. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour changer ces chiffres-là? Parce qu'un tel déséquilibre, 80% de position de pouvoir d'un côté, 20% de l'autre, ça a des conséquences sociales, sociétales, environnementales qui sont fortes et qu'il faut absolument dépasser. Est-ce que tu peux nous parler de ces conséquences? Donc des exemples, on a des exemples sur, par exemple, les produits qui ont été sortis quand toute la chaîne de production a été faite uniquement par des hommes, parce que souvent ce sont des chaînes très technologiques, donc avec essentiellement des hommes en techno. Bah, par exemple, les premiers casques de réalité virtuelle, ça c'est vraiment un exemple micro et après j'irai sur un exemple plus macro. Les premiers casques de réalité virtuelle, bah, on avait prévu que les femmes ont des pupilles un peu plus rapprochées et qu'elles ont des cheveux. Ce qui fait que ben, quand elles mettaient des casques, ça fonctionnait pas et elles avaient la tête qui tournait. Un autre exemple, par exemple, c'est quand Apple a sorti Apple Care, je crois, donc c'est Apple Health, pardon, tout ce qui suit la santé des personnes avec des données très poussées sur certains points. Ils avaient complètement oublié les règles et la fertilité. Donc tout ce pan-là avait été oublié et ça a été sorti seulement un an après. Donc ça, c'est pour donner vraiment des exemples de produits qui ont été mal construits parce qu'il n'y avait qu'un pan de la société. Ça, c'est au niveau vraiment micro. Au niveau macro, par exemple, dans les organisations patronales, aujourd'hui en France, il y a des centaines de mandats par département où on va représenter les entrepreneurs au niveau des institutions, la CAF, le tribunal de commerce, la CPAM, les ports, les lycées, etc. Et en fait, les entrepreneurs qui représentent l'entrepreneuriat de manière générale dans ces institutions qui sont paritaires, donc à la fois d'entrepreneurs et de salariés, eh ben, il y a très peu de femmes. Ce qui fait que tous les sujets du terrain qui remontent vers le ministère de l'économie via les organisations patronales, finalement, il n'y a qu'une vision. Par exemple, du coup, sur la garde des enfants, aujourd'hui, c'est plafonné jusqu'à l'âge de 6 ans. Or, on sait très bien qu'à 6 ans, un enfant ne peut pas rentrer seul de l'école et qui ne peut pas se garder tout seul. Donc, il faut absolument augmenter ce plafond de garde. Et ça, c'est vraiment un exemple qui montre que, bah, comme du terrain, la vie des femmes ne compte pas, ou compte très peu, et ben, ça ne remonte pas jusqu'aux décisions et jusqu'aux lois. Et après, de manière plus globale, quand on n'a que 20% de femmes qui dirigent les grandes entreprises en France, c'est-à-dire dans le SBF 120, donc les 120 entreprises cotées en France, on est à 22% dans les COMEX, bah, ça veut dire que les décisions qui sont prises ne reflètent finalement qu'une vision, un pan, parce qu'on sait qu'à partir de 30%, c'est à partir de 30% dans un groupe que le poids de ce groupe compte et que ce groupe est entendu. En dessous de 30%, en fait, un groupe ne compte pas et n'est pas vraiment entendu. Donc, c'est comme si, bah, je ne sais pas si je suis très claire du coup, parce que c'est vrai que c'est tellement insidieux, mais en fait, même la configuration des villes, l'organisation du temps de travail, les congés parentaux,
le fait que le care ne soit pas pris en compte ou soit dévalorisé ou soit secondaire. Le fait que la planète aussi soit moins prise en compte. Tout ça, je pense que c'est lié au fait que les femmes aient eu très peu de pouvoir de décision. Tu mentionnais qu'il y avait des conséquences environnementales du fait que les femmes n'étaient pas représentées. Est-ce que tu veux dire par là que les femmes vont naturellement plus défendre la planète ou En fait, j'ai pas de chiffres. C'est ça qui me frustre énormément. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre à ta question. J'ai pas de chiffres. J'ai pas de D'accord. chiffres parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'études d'impact sur ces sujets-là et c'est quelque chose que nous, souhaite mener. Mener des études Mhm, d'impact pour montrer ce que l'égalité apporte. On dit mhm. C'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, on les a pas. Et par contre, ce que je constate sur le terrain, c'est que les femmes que je rencontre, elles veulent créer leur entreprise pour du sens. Donc, pour du consommer local, du fabriqué local, pour des circuits courts, pour, je sais pas, du bio, etc. Ça, elles créent avec du sens. Je le vois partout. Par contre, il mhm, manque la case business, il manque la case code et la case viabilité qui fait que leur sens aura un impact réel. Donc, mhm, je vois qu'elles créent. Par contre, on n'a pas de chiffres. Donc, c'est pour ça que je suis un peu mhm. embêtée de te répondre, Christine, parce que je sais que ça a des conséquences. J'ai pas les chiffres. Ouais. Mais c'est quelque chose sur lequel je vais travailler au niveau européen prochainement, parce Mhm. qu'il faut absolument qu'on ait ces chiffres-là, parce que ça passera par ces exemples-là et par ces chiffres qu'on pourra davantage convaincre. Mhm. Bah oui, merci d'aller chercher des chiffres. C'est vrai que moi j'accompagne donc les femmes dans un programme qui s'appelle La Voix d'Athéna et on fait tout un travail autour des forces du féminin et les forces du masculin en s'appuyant sur le yin-yang chinois. Et donc, ce qu'on explique, c'est que les forces du masculin, c'est comme tu disais tout à l'heure, tu viens d'expliquer d'ailleurs que les femmes, ça peut leur manquer ce côté-là, c'est le côté résultat, stratégie, euh, euh, plan d'action, chiffrage, productivité, toute cette stratégie qui est plus, on appelle dans le yin-yang, c'est plus la force du masculin. Et on l'a tous en nous, hein, hommes et femmes, on a une part de masculin et une part de Ah, féminin. je suis entièrement d'accord avec ça. Voilà. Et donc, cette part de masculin, c'est ce truc d'aller de l'avant, d'obtenir des résultats, d'avoir de la productivité, d'avoir de la stratégie, de mesurer, de quantifier. C'est très intellectuel et c'est beaucoup dans l'action. La force du féminin, c'est beaucoup plus dans l'intériorité, c'est beaucoup plus dans le ressenti. C'est cette connexion que nous avons avec les besoins des autres, cette connexion que nous avons avec le pouls de la vie, cette force nourricière que nous portons en nous, ce besoin de préserver le beau, de préserver la terre, cette connexion que nous avons avec les éléments. Et c'est encore, les hommes aussi l'ont, hein. Mais dans la médecine chinoise, c'est la dimension féminine. Et en fait, ce que je remarque, et je ne suis pas la seule à le dire, c'est qu'on a construit une société aujourd'hui qui a mis en son cœur, en son centre, l'économie et les forces du masculin. En fait, depuis 100 ans, 150 ans, 200 ans, on fonctionne à fond et on s'est développé énormément. Et il y a eu plein de bénéfices à tout ça, hein, mais on s'est énormément développé en s'appuyant sur les forces du masculin. Et on n'a peut-être pas suffisamment valorisé les forces du féminin, ce qui expliquerait qu'on arrive à un espèce de burn-out généralisé, un burn-out de la planète et un burn-out des humains. Et donc là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment, et donc c'est pour ça que je m'interrogeais sur la conséquence environnementale, c'est que je pense que c'est la part de féminin que les hommes ont aussi, mais c'est notre part de féminin qui va vouloir prendre soin de la terre. C'est notre part de féminin qui va vouloir mettre des aliments sains dans notre corps. Le féminin, c'est le corps, le masculin, c'est la tête, c'est la stratégie. Et donc c'est notre part de féminin qui va prendre tout ça en considération et qui va vouloir le mettre vraiment au cœur de la conversation. Et c'est notre part de masculin qui va développer l'impact et qui va chercher à vraiment se faire entendre et à aller chercher les chiffres comme tu fais. Ça, c'est ta part de masculin qui veut chercher les chiffres et c'est super, on en a besoin. On a vraiment besoin des deux, en fait. On a vraiment besoin des deux. Enfin, voilà ce que ça évoquait en moi. Alors, je suis tellement d'accord avec ça. C'est effectivement ce que j'explique aussi régulièrement et c'est génial que ça se rejoigne comme ça. Parce que souvent, c'est mal compris. On dit oui, mais quelles sont les qualités féminines, les qualités masculines? Et en fait, on a tous et toutes ça en nous. Sauf que, comme tu l'as dit, il n'y avait qu'un côté qui était valorisé, le côté masculin. Et c'est pour ça qu'en enlevant le carcan que nous, on a les femmes par tous ces conditionnements-là, on va enlever aussi celui des hommes parce qu'ils vont pouvoir aussi valoriser leur féminin. En Oui. valorisant notre féminin à nous,
et en ne restant pas que dans le masculin qui était le seul accepté pour faire carrière ou pour faire croître son entreprise, en valorisant aussi les deux, donc en équilibre, les hommes aussi vont pouvoir valoriser leur féminin et c'est comme ça effectivement que je pense qu'il y aura un éveil aussi et une conscience accrue sur la protection de la planète. Voilà, super. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as répété à plusieurs reprises tout à l'heure. Tu dis que les femmes, et toi aussi, c'est pour ça que peut-être ça explique peut-être pourquoi ton réseau marche aussi bien, c'est que tu l'as fait à ton image. Tu as vraiment voulu qu'il te ressemble. À Euh, l'image de ce dont j'avais besoin, pardon. Voilà, à l'image de ce dont tu as besoin. Je sais aussi que tu as dit récemment, dans Dirigeante, tu as dit: il n'y a pas de meilleur conseil, mais écoutez surtout votre petite voix. Quand c'est dans les tripes, on peut faire semblant de ne pas l'écouter, cette petite voix, mais elle reviendra toujours. Et j'ai envie de t'interroger là-dessus, c'est comment on sait qu'on est en train de faire quelque chose qui nous ressemble vraiment? Comment on sait qu'on est vraiment en train de faire et d'accoucher du projet qui est le nôtre? Parce que souvent, la difficulté qu'on rencontre, en tout cas, moi j'accompagne aussi beaucoup de femmes dans le développement de leurs projets et je vois qu'elles mettent beaucoup leur attention à l'extérieur d'elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles doivent faire, qu'est-ce qu'elles pourraient faire, qu'est-ce qu'on attend d'elles, plutôt que d'être vraiment à l'écoute de qu'est-ce que je porte en moi et de quoi est-ce que j'ai envie d'accoucher en fait. Et comment on sait ça selon toi? Comment on identifie que c'est vraiment notre projet? Oh là là, je peux parler que pour moi. Mais moi, c'était, par exemple, Femmes de Bretagne, c'était totalement incohérent de créer un réseau d'entraide en Bretagne pour les femmes. Enfin, c'était en 2014, il y avait encore finalement peu de réseaux d'entrepreneuriat féminin. Et, je t'avoue, à cette époque-là, comme je disais tout à l'heure, j'étais maman solo, j'étais au RSA, j'habitais dans un petit village de 600 habitants où j'avais créé l'école Montessori. Donc, je ne pouvais pas partir de ce village et trouver un employeur. Donc, j'étais coincée là, il fallait que je trouve quelque chose vraiment qui me corresponde. Et, euh, et vraiment, ce qui me correspondait, et ça paraissait bizarre, c'était de créer ce réseau d'entraide féminin. Et quand on me demandait, mais pourquoi tu veux faire ça? Je dis, mais en fait, c'est dans mes tripes, c'est là, je pense qu'il faut faire ça. Alors qu'il n'y avait rien de rationnel, il n'y avait pas d'études de marché, il n'y avait pas de business plan cohérent, il n'y avait pas tout ça. Puis je connaissais personne en Bretagne en plus, et je connaissais rien non plus à l'entrepreneuriat. Mais je savais que je voulais faire ça. En fait, ça me faisait plaisir quand je travaillais sur ce projet-là, ça allumait la lumière en moi quelque part, comme une ampoule où je disais, ah, mais c'est ça, c'était comme un moteur qui se mettait en marche. Et en fait, ça a fait ça pour chacun des projets parce qu'à chaque fois que j'ai lancé un truc, à chaque fois on m'a dit, mais Marie, ça va jamais marcher ton truc. Et donc, en fait, ça veut rien dire, ça va jamais marcher ton truc si toi, tu es vraiment convaincu. Par contre, il faut en être pleinement convaincu parce que si on n'est pas soi-même convaincu, c'est hyper dur de convaincre les autres. Ça marche pas. Voilà. Mais l'école Montessori, on l'a créée en une semaine avec une autre maman, enfin une semaine pour trouver l'argent, les parents, les élèves, les enseignants. Mais après, ça a été très compliqué parce que c'est compliqué une école. Mais c'est pareil, il n'y avait aucune chance sur le papier que ça marche. Bouge ta boîte, quand je l'ai créée, tout le monde m'a dit, mais ton truc là, ça va pas marcher. Et puis en fait, moi j'étais convaincue qu'il y avait un besoin. En plus, le nom, tout le monde le trouvait bizarre, mais moi je le trouvais rigolo, il m'attirait. Donc voilà, Bouge ton groupe, c'est pareil. J'ai vraiment dû convaincre autour de moi que ça allait fonctionner et que les salariés en avaient besoin. Donc, et là, par exemple, mon prochain projet, je sais que je vais écrire un livre. Ça fait des années que j'essaye et j'y arrive pas. Et en fait, Ah, c'est faut que comme tu si viennes me voir, faut qu'on en parle. je dois avoir un blocage, donc certainement, Christine. Mais en fait, c'est pareil, c'est dans mes tripes, ça me brûle et ça ne me lâche pas. Donc, je sais qu'il va falloir que je m'y mette parce que c'est là, c'est présent, c'est autour de moi et je sais qu'il faut que j'aille dans cette voie-là. Donc Alors, là-dessus, j'ai un truc qui marche pour me mettre en marche sur quelque chose qui m'intéresse, enfin, qui m'attire. C'est d'en parler autour de moi, tu vois, le fait de me dire, voilà, j'ai un livre, j'ai envie d'écrire un livre. Mais ah, après, je suis fichue parce qu'on va me dire, et alors ton livre? ouais. Et du coup, je suis obligée d'avancer sur ce chemin. Ah, j'adore. Alors, plusieurs choses que tu as dit sur lesquelles je veux rebondir. La première, tu as dit tout à l'heure, ça me fait plaisir. Quand je travaille dessus, ça me fait plaisir. Et ça, je trouve ça tellement important de dire aux femmes et aux hommes d'oser honorer ce qui leur fait plaisir et d'oser mettre leur plaisir au cœur de leur carrière.
C'est vrai qu'on a beaucoup appris que le plaisir, c'était des frivolités. On a aussi appris que le plaisir, c'était mal. On a appris que c'était pas bien. Enfin, et puis on a beaucoup appris que ce qui était important, c'était le labeur, c'était ce qui est difficile, c'était ce qui était compliqué. Et moi, j'ai l'intime conviction que, au contraire, quand on va vers ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train d'activer nos talents et qu'on est en train de faire quelque chose qui nous intéresse vraiment. Et donc, quand on active nos talents et qu'on fait quelque chose qui nous intéresse vraiment, ben, on a des conditions beaucoup plus favorables pour se développer, pour se déployer. Il y a une énergie, il y a une force de vie à cet endroit-là qui ne demande qu'une seule chose, c'est de grandir. Ah, c'est exactement ça. C'est comme s'il y avait une flamme on avait toujours une petite flamme en nous et qui s'allume quand on est sur ce sujet-là. Et du coup, quand j'ai des interrogations si je dois faire quelque chose ou pas, et je vois si cette flamme, ça l'anime ou si au contraire elle Voilà. s'éteint. Si elle Exa- s'éteint, c'est que c'est vraiment pas pour moi. Voilà, exactement. Dans mon livre Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, le dernier principe, c'est je prends soin de ma source. Et c'est justement, je prends soin de cette flamme intérieure. Et Ah, je laisse cette flamme intérieure me guider. C'est vrai qu'on a tellement l'habitude aujourd'hui de prendre des décisions à partir de ce qui est raisonnable. Et on cherche toujours, tu le disais tout à l'heure, c'était pas raisonnable du tout de monter l'école, c'était pas raisonnable du tout de monter le réseau. Mais tu as écouté ta résonance. Tu as mis ta résonance au cœur de ta décision et ensuite, éventuellement, tu as rendu les choses raisonnables. Tu n'as pas fait des choses démesurées, tu as toujours assumé la responsabilité de tes enfants, tu as finalement réussi, tu t'es débrouillé pour avoir un toit sur ta tête. Tu vois, tu as quand même t'as utilisé la raison. Tu n'as pas mis la raison à la fenêtre, mais tu as mis au cœur de tes actions et au cœur de tes décisions la résonance. La résonance était première. Et à partir de cette résonance, éventuellement, quand c'était nécessaire, tu as rendu les choses raisonnables. Ça te parle quand je ouais. dis ça? Oui, j'adore. Alors, et en même temps, ça demande quand même quelque chose de particulier. Je suis curieuse de savoir, dans les femmes entrepreneurs que tu accompagnes, euh, quels sont les freins fréquents qui empêchent les femmes d'aller de l'avant comme toi tu as su le faire, en fait, d'honorer cette résonance et de dire j'y vais quoi qu'il arrive. Quels sont les freins fréquents que les femmes doivent dépasser pour poursuivre cette voie? Ouais, j'ai un peu de mal avec le mot frein parce qu'en fait, chaque fois que je rencontre un journaliste, il me demande tout le temps, mais quels sont les freins des femmes? Et j'ai tellement envie qu'on parle de leurs forces. Et je sais que tu le fais, hein, Christine, Alors, au quels sont leurs quotidien. accélérateurs? Quels sont les accélérateurs des femmes? Voilà. Comment on peut faire pour être vraiment soi-même et donc vraiment engagée dans son projet et puissante dans son impact? C'est en enlevant tous les conditionnements qu'on a pu recevoir, tout l'héritage culturel, médiatique, historique qui pèse sur nos épaules et qui fait qu'il y a le syndrome de bon élève, de pas faire trop de bruit, de pas trop négocier, d'être douce, d'être machin, tout ça, enfin tout ce qu'on attendait de nous et que la société nous renvoyait. Et du coup, qui nous a obligés à nous mettre dans une case un peu étriquée. Et puis aussi, qui nous a un peu coupé du féminin, ça c'est sûr, et puis aussi d'une partie de notre masculin, puisque dans l'action, on était souvent empêchés. Dans tout ce que tu disais tout à l'heure, c'est très juste. Et donc, moi, je crois beaucoup au collectif pour reconnecter tout ça et être vraiment soi-même. Parce que le collectif, ça permet de s'identifier en miroir et de se dire, mais en fait, elle est comme moi aussi je peux, c'est possible. C'est pour ça que les différents réseaux, on travaille beaucoup sur l'intelligence collective, en mettant en groupe, en cercle, ça dépend des réseaux, des femmes avec vraiment des ambitions, enfin des stades identiques où elles vont travailler ensemble. Et là, on parle vraiment de travail, hein. Il ne s'agit pas juste d'échanger, c'est vraiment de travailler, par exemple sur l'entrepreneuriat ou sur sa carrière. Et en miroir, du coup, ça déclenche des choses. Parce que quand on est ensemble et qu'on remarque, ça c'est un biais en fait, ça, c'est un biais qu'on a en nous qui peut être interne ou ça peut être un biais externe. Et quand on le remarque, et du coup, les autres aussi le remarquent pour elles-mêmes. Et ensemble, en collectif, on arrive à dire, bon, ok, c'est un biais, donc on va l'enlever et ça ira beaucoup mieux. Donc un biais, ça peut être par exemple euh, ne pas oser, alors ça c'est très classique, ne pas oser demander une augmentation quand on est salarié ou quand on est entrepreneur, mettre son tarif 2 fois moins cher que ce que Mhm. ça vaut vraiment parce que finalement ça joue sur notre valeur à nous en tant que femmes et notre valeur en tant que femme, ça a toujours été compliqué parce que ça a toujours été dévalorisé ou secondaire ou mal vu.
Donc, dès qu'on touche à notre valeur, donc à l'argent, en fait, la valeur qu'on peut créer, mais la valeur qu'on représente aussi, c'est toujours compliqué. Et le collectif, c'est magique parce que en ayant aussi parfois aussi du coaching individuel parce que chacun travaille de manière différente, mais le collectif permet vraiment de voir, ah mais en fait, c'est ça, elle est comme moi, donc c'est pas que moi. Et du coup, c'est possible que je vois les choses différemment et que je me transforme. Est-ce que dans ce collectif, tu mettrais le mot de sororité? Oui, mais sororité organisée. Parce que quand j'ai créé le premier réseau Femmes de Bretagne, là, on me disait, mais de toute façon, les femmes entre elles, elles s'écharpent, c'est des crêpages de chignons. Je n'ai jamais vu ça en quasiment 10 ans d'entrepreneuriat et de réseau, etc. Quand on met des femmes entre elles, tout de suite, il y a de l'entraide, tout de suite, il y a de la bienveillance. C'est extrêmement rare que ça se passe mal ou qu'on ait dû exclure des personnes. Généralement, au contraire, il y a une identification qui se fait et ça se met en route. Donc la sororité, elle est finalement assez naturelle. C'est juste que dans l'histoire, on a eu peu de moments où être ensemble et c'était surtout mal vu. Donc la sororité se fait toute seule. Ce qu'il faut maintenant, c'est de la sororité organisée. C'est-à-dire, par exemple, si je prends le réseau Bouge ta boîte, euh, quand elles font partie du réseau national, donc elles ont accès à des formations, à des événements, du business entre elles sur notre réseau social interne. On fait 300 000 échanges par an sur ce réseau social de Bouge ta boîte. Et en plus, si elles veulent, elles peuvent accéder à un cercle local où elles vont faire partie d'un groupe de 20-25 femmes, une seule par secteur d'activité. Donc, on a architecte, juriste, expert comptable, pilote de drone, commerçante, agricultrice, toutes différentes. Et ensemble, elles vont former une équipe pour vraiment développer leurs compétences, développer leur leadership et développer leur chiffre d'affaires. Tout est extrêmement minuté et structuré. Pourquoi c'est important? Parce que quand j'ai créé Bouge ta boîte, il y avait à ce moment-là, euh, j'ai fait deux constats. Le premier, c'est que 70% des dirigeantes en France gagnent moins de 1 500 € par mois. Donc, en fait, Mhm. c'est catastrophique pour elles et c'est catastrophique pour l'impact économique global des femmes. Deuxième constat, 500 réseaux féminins en France, tous d'entraide, de networking, de représentativité. Il n'y en avait pas un centré sur le chiffre d'affaires, la marge, la rentabilité, le commercial, tout ce qui fait vivre une entreprise et tout ce dont on a besoin pour avoir un impact quand on est Oui, entrepreneur. c'est Et vraiment, c'est pour ça c'est-à-dire, que Bouge ta boîte est née. oui, ce que je veux dire, c'est que vraiment ce que tu cherches à faire, c'est à merger ces forces du masculin avec les forces du féminin dans ce réseau. Et c'est vrai que Exactement. Business et sens. si tu mets des femmes juste entre elles, tu pourrais en effet arriver juste dans quelque chose qui nourrit que le féminin. Et les femmes, on est très fortes à ça. On va s'entraider, on va se rendre des services, on Exactement. va être dans le care de l'une et des autres. Et ça, on sait très bien faire. Mais on va pas forcément être dans le développement de notre impact ensemble. On est dans la volonté de développer l'impact, mais par contre, il faut ces codes, il faut cet outil, il faut cette démarche de ce dont je parlais sur la valeur tout à l'heure. Hein. Donc, il y a tout ce côté, effectivement, comme tu dis, c'est du côté masculin qu'on n'a pas forcément. Ou alors qu'on a, mais en imitant ce qui existe aujourd'hui et sans le développer avec notre côté féminin également. Et alors, comment vous faites émerger tout ça comment tu as pu identifier ce qu'il fallait transmettre aux femmes et comment tu as pu, toute cette méthode et tous ces parcours que tu crées, comment tu as réussi à les mettre en forme? Bah, déjà, je suis le meilleur cobaye hein, possible. Mhm, Parce que quand tu es bénévole à temps plein pour une école, ce qui était mon cas à l'époque, et au RSA, mhm, c'est qu'il y a un petit problème. Parce que ta valeur, il n'y en a pas. mhm. Et que tu t'en sors pas du tout financièrement. Et du coup, ben, moi, j'ai vraiment travaillé sur mes propres biais au démarrage. Donc, quand j'ai créé Bouge ta boîte, j'ai fait tous les prêts d'honneur, tous les prêts bancaires, j'ai fait plusieurs levées de fonds. Donc, vraiment, ça m'a appris à chaque fois. C'est comme si, c'est comme dans un jeu vidéo, tu sais, tu passes au niveau supérieur sur les biais que tu peux rencontrer et les leviers à transformer. Et du coup, avec l'équipe, on a mis en place cette méthode qu'on a piochée à droite à gauche. C'est ça, hein, c'est du codev, c'est du pitch, c'est de la structure. Mais par contre, de façon hyper pragmatique, c'est-à-dire qu'au démarrage, la méthode, elle n'était pas aussi costaud chez Bouge ta boîte et chez Boost ton groupe. Mais aujourd'hui, on a plusieurs années de recul et surtout des milliers de femmes accompagnées.
Mhm. Donc, la formation, elle s'améliore aussi au fur et à mesure. La formation qui a lieu aujourd'hui des bougeuses n'a rien à voir avec celle qui était au tout début, où j'arrivais avec, je mettais sur Facebook que j'allais dans une ville pour présenter le réseau Bouge ta boîte. J'arrivais avec mon kakémono, j'avais 10 femmes face à moi qui ne savaient pas trop pourquoi elles étaient là, mais elles aimaient bien mon Bouge ta boîte. Et je leur expliquais le réseau que je voulais construire. Donc Mhm. aujourd'hui, c'est extrêmement carré, extrêmement structuré, avec énormément de process. Et donc, on arrive, il y a un vrai savoir-faire qu'on a acquis avec l'équipe sur ces sujets-là, Mhm. avec des personnes spécialisées en intelligence collective chez nous, et on est en sociocratie aussi. Ça, par contre, la sociocratie, c'est là depuis le début, c'est-à-dire on est physiquement en cercle, et c'est le même temps d'écoute, même temps de parole, ce qui permet aux introvertis de vraiment de développer leur leadership et puis aux autres de développer aussi leur écoute, ce qui est assez confortable du coup. Ça permet de faire vraiment du business avec du sens. Ça, c'est pour Bouge ta boîte et Bouge ton groupe. Mais chez Femmes des Territoires, c'est pareil. On donne les clés au moment de la création d'entreprise sur le commercial, la communication. On fait un atelier par jour chez Femmes des Territoires. Super. Alors, j'ai deux questions que je souhaiterais te poser. La première, c'est est-ce que quel âge ont les femmes que tu accompagnes? Et notamment, ce qui m'intéresse, ma question sous-jacente derrière, c'est est-ce que tu as dans ton réseau une représentation des femmes de plus de 45 ans, ou est-ce qu'en général, c'est quelque chose qu'il faudrait faire évoluer? Non, non, on a. Alors, ça dépend des réseaux. Donc, Femmes des Territoires, c'est de la création. Là, on est autour de 30, 50, 55, parce qu'en fait, toutes les femmes sont bienvenues pour s'entraider et créer leur entreprise. Mais j'ai moins de mesures, parce que c'est en association, donc c'est plus difficile aussi de mesurer l'impact. Chez Bouge ta boîte, où on est beaucoup plus nombreuses dans l'équipe, là, on sait précisément. On est à la bougeuse moyenne, on va dire, elle a 43,6 ans. D'accord, Elle a ok. 6 ans d'entrepreneuriat derrière elle déjà. Euh, et quelle était la suite de ta question? Bah, je me demandais si c'était, voilà, en général, on parle, j'ai fait plusieurs podcasts sur l'agisme, sur le fait que les femmes à partir de 45 ans, 50 ans, 60 ans, ont tendance à avoir l'impression qu'elles ont plus leur place, elles se mettent en retrait ou que c'est trop tard. Et donc, je me demandais si c'était aussi ce que tu constatais ou si au contraire, non, dans l'entrepreneuriat, il y avait vraiment une bonne représentation de cette tranche d'âge. Oui, il y a une bonne représentation parce que l'entrepreneuriat porté par les femmes, c'est essentiellement de la reconversion. D'accord. Donc de la reconversion, c'est-à-dire soit après euh, une moitié de carrière et on se rend compte que bah, il n'y a pas le sens qu'on cherche, il n'y a pas l'impact qu'on cherche, les codes ne nous correspondent plus, soit après un licenciement, soit après avoir eu des enfants et on recherche aussi cet impact, ce sens. Donc c'est souvent en milieu de carrière qu'on entreprend. Donc oui, on a tout à fait des femmes de 45-50 ans. Par contre, ce que j'observe, c'est que quand elles arrivent chez nous au démarrage, c'est vrai que leur âge pose question et qu'elles ramènent beaucoup de choses à leur âge, mais qui en fait n'est pas du tout un frein parce que là, j'en ai une, elle était bonne sœur Mhm, avant et elle s'est lancée à 55 ans dans la formation pour l'œnologie. Donc en fait, il mhm, n'y a pas d'âge. Il y a, il mhm. y a, il y a ce qu'on a dans les tripes, ce qu'on a comme envie. Et je pense que ça, c'est peut-être une différence avec la carrière, c'est qu'effectivement, l'âge, on ne nous le fait pas sentir. J'ai enregistré récemment un épisode de podcast qui a eu énormément de succès avec Josiane Assmann qui a écrit le livre Les fleurs de l'âge et qui parle de cette idée que nous sommes perennials, ce qui veut dire que tous les ans nous florissons et c'est pas une question d'âge en fait. Tous les ans on peut faire des fleurs et je trouvais que c'était, enfin, en tout cas ce podcast a eu beaucoup de succès et j'invite les auditrices qui nous écoutent à l'écouter. Une autre question que j'ai envie de te poser, c'est tu racontes que tu es beaucoup dans les trains, tu te déplaces, tu as l'air d'être hyper active. Je sais aussi que tu as des enfants. Comment fais-tu pour gérer la maison et ton business? Alors, c'était très compliqué quand j'étais maman solo, j'avoue. C'était pas simple avec les tout petits. Euh, Ça aide quand ils euh, grandissent un peu quand même, hein. ça aide quand ils grandissent et surtout quand on a un mari formidable comme j'ai Mhm, depuis quelques années qui fait au moins autant que moi. mhm, Voire parfois plus. Et après, j'ai un principe, c'est que je peux être absente un soir par semaine maximum. Si je suis absente 2 soirs, ben, la semaine d'après, je suis pas absente. Donc, je refuse, moi, les dîners, les trucs comme ça.
Ce qui m'intéresse, c'est d'être en famille le soir avec tous les enfants parce que à nous deux, on a 4 enfants à la maison. Donc, c'est très joyeux aussi. Donc ça, je fais très attention à ça. Et puis surtout, j'ai mis en place une technique imparable, c'est que dans tous les réseaux, nos réunions, c'est le midi. Donc, c'est sur l'heure du déjeuner. Alors, on ne mange pas, on travaille, ce sont des réunions de travail. Mais ce qui me permet, en gros, de partir le matin, d'aller dans quasiment n'importe quelle ville de France et d'être revenu le soir. Bon, à part quelques exceptions. Donc, je fais très attention à être là, évidemment, les week-ends, mais aussi le soir, je suis là pour les enfants. Enfin, la famille en général. Formidable, formidable. Est-ce qu'il y a un sujet important qu'on n'a pas abordé, une thématique qui te semblerait particulièrement pertinente? Je te rappelle que ce podcast a pour ambition d'accompagner les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Donc voilà, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé qui pourrait être riche pour les auditrices? Non, je les encourage, j'ai vraiment besoin que le maximum de femmes soient vraiment libres, comme tu le dis, avec une vie qu'elles ont choisie. Parce que c'est comme ça qu'on va transformer notre société, c'est en étant vraiment nous-mêmes. Donc vraiment, c'est d'intérêt général. Si, mesdames qui nous écoutez, vous faites ça, parce que du coup, ça va transformer tous les codes. Donc, je vous invite à faire ça. Après, je sais que c'est pas évident et qu'on a toute notre lot, et toutes et tous d'ailleurs, notre lot d'obstacles, d'épreuves, et qu'on a l'impression parfois qu'on n'y arrivera jamais et qu'un projet, ça paraît impossible à construire. Et en fait, moi, de mon expérience, quand j'étais au plus bas et complètement par terre et je me sentais vraiment en miettes sur le sol physiquement, et en fait, c'était une vraie bénédiction parce que ça m'a permis de me reconstruire, mais de me reconstruire sans le regard des autres, de me reconstruire sans les conditionnements que j'avais vécus, en tout cas sans une partie du regard des autres et sans une partie du conditionnement, mais en choisissant vraiment quel bout de moi-même j'avais envie d'être et de mettre ensemble comme un puzzle. Et du coup, ça m'a vraiment libérée de ce que pensaient les autres, parce que souvent, quand on vit une épreuve assez difficile, il y a plus grand monde autour de soi. Donc, ceux qui restent, ce sont ceux qui vous aiment déjà. En tout cas, moi qui m'aimais déjà. Donc, je pouvais être moi-même, ils m'aimaient déjà. Donc, je n'avais pas besoin de me conformer à ce qu'on attendait de moi avant pour la suite de ma vie. Et je pouvais vraiment être moi-même parce que ceux qui m'aimaient, en fait, ils m'aimaient quoi que je sois, en fait. Et les autres, quand ça va pas, ils sont pas là. Donc, ça permet, je sais pas si je suis très claire, mais en fait, ça permet d'être, quand on vit une épreuve, ça permet d'être soi-même au final, parce qu'on se reconstruit comme on a envie d'être et sans faire attention à ce qu'on peut attendre de nous. Donc, si vous êtes en pleine épreuve, vraiment, foncez, c'est le bon chemin, c'est que vous allez pouvoir vous reconstruire et ensuite mener les projets et votre vie libre et choisie, comme tu le dis si bien, Christine. Oui, oui, et j'ai l'impression que ce qui est important aussi à dire aux auditrices, et moi je le répète, et je sais que c'est pas facile quand on n'est pas là encore, mais c'est de croire en vos idées, de croire que ce que vous portez en vous a de la valeur, même si tout de suite vous ne voyez pas la valeur. Par exemple, enfin la valeur, quand je dis par rapport à un prisme masculin. Par exemple, quand tu as voulu monter ton réseau, tu voyais la valeur par rapport à ton prisme féminin. Ça va être génial, ça va être formidable, j'en ai besoin, je vais le créer. Tu voyais pas forcément la valeur en termes de business plan. Ça ne faisait pas forcément sens encore en termes de business plan. J'étais très très nulle en business plan. Maintenant, je suis beaucoup plus douée, mais à l'époque, j'étais très très nulle. Et quand je suis allée voir mon banquier avec 1 000 € de capital pour demander un prêt conséquent, on m'a rayonné et en même temps, on m'a aidé à le faire. On m'a aidé à le refaire, ce business plan. Donc, il y a des aides sur le chemin, toujours. Voilà. Et moi, quand j'ai monté J'arrête de râler, quand j'ai décidé de faire mon blog et d'arrêter de râler en vidéo et d'en faire des vidéos tous les jours, c'est pareil, ça n'avait aucun sens, ça n'avait pas de valeur. D'ailleurs, je me disais, tu vas rien gagner avec ça ne peut pas te rapporter de l'argent. Ça faisait pas de sens à travers le filtre du masculin qui cherche à calculer, à organiser, à structurer tout ça. Ça n'avait pas de sens encore. Par contre, il y avait une vraie force de vie, il y avait un vrai désir, il y avait un vrai élan, il y avait une vraie résonance en moi. Et donc, osez croire que cette résonance a de la valeur, même si pour l'instant, tout de suite, vous ne la voyez pas encore. Après, bien évidemment, moi, je me suis toujours dit, si je m'investis dans ce projet, il va falloir que... J'ai toujours gardé en tête que j'avais bien l'intention d'avoir un salaire et que j'avais bien l'intention de contribuer de manière égalitaire à mon mari aux factures de la maison. Et donc, j'avais toujours ce prisme, j'ai besoin de gagner de l'argent.
Mais initialement, dans l'idée initiale, je ne voyais pas forcément tout de suite clairement où gagner de l'argent. Mais j'ai choisi de garder l'idée et de la développer, de continuer à la contempler, de continuer à en parler aux autres, comme tu disais tout à l'heure, d'en parler. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Mais donc, il y a vraiment cette idée de oser croire que ce que vous portez en vous a de la valeur, même si là, tout de suite, au début, vous ne voyez pas encore la valeur. Par contre, après, allez vous faire aider pour aller étudier cette question de où est-ce que je peux générer des revenus et où est-ce que je peux développer un impact avec cette idée que je porte en moi. Exactement ça. Moi, je ne voyais pas la valeur non plus au démarrage, mais par contre, j'ai appris et quand on voit que 70% gagnent moins de 1 500 € par mois, 70% des dirigeantes, il faut absolument qu'on ait ces codes dès le démarrage, d'être entouré. Tout à fait, tout à fait. Bon, bah écoute, merci beaucoup Marie pour cette conversation absolument passionnante. Est-ce que tu peux nous dire quel est le meilleur moyen de te suivre et d'aller découvrir un peu plus en profondeur tout ce que tu proposes? Et bien, sur LinkedIn ou Instagram, et puis avec le podcast des Échos aussi. Sinon, bougetaboîte.com, femmesdesterritoires.fr. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que les femmes que je rencontre, qui sont dans les réseaux, moi, elles me donnent une énergie au quotidien qui est gigantesque parce que je suis toujours épatée par leur force, par leurs projets, par ce qu'elles font. Et chez les bougeuses, par exemple, ce sont vraiment des entrepreneurs extraordinaires qui comptent sur leur territoire, qui sont vraiment des rôles modèles et des locomotives sur leur territoire pour les autres. Et en fait, je suis toujours épatée par ça. Et ce que je veux transformer aujourd'hui, c'est la crédibilité et l'impact global de tout ce qui est apporté aujourd'hui par les femmes, qu'elles soient entrepreneurs ou salariées. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas tout ce qu'elles apportent et on ne le prend pas assez en compte. Donc, oui. Je suis d'accord avec toi. Et ça, il faut qu'on y aille ensemble. Ouais. Je suis d'accord avec toi parce que quand j'accompagne énormément de femmes et quand je vois à quel point les femmes doutent d'elles-mêmes, mais quand je les entends me raconter et quand je les écoute et que je connecte avec leur intelligence et avec leur puissance, je me dis mais il y a un problème. C'est pas possible que les femmes doutent autant d'elles-mêmes. Je veux dire, on a des super pouvoirs et on a des capacités qu'on exerce déjà. Incroyable, absolument incroyable. Et donc en effet, il est vraiment temps qu'on ait confiance en nous et qu'on aille de l'avant. Il ne nous manque rien. Il ne nous manque rien pour avancer, pour contribuer. Être nous-mêmes. Juste être nous-mêmes, s'entourer de personnes qui nous soutiennent, qui nous donnent des ailes, aller de l'avant, se faire accompagner, se faire aider quand on en a besoin. Mais quand je dis se faire aider, ça ne veut pas dire qu'il nous manque quelque chose. Ça veut dire que c'est normal de se faire aider. Tout est créé avec plusieurs personnes. Personne ne crée jamais rien tout seul. Et donc voilà, rentrer dans cette dynamique, aller de l'avant, oser croire en vous les femmes qui nous écoutez. Il ne vous manque rien. Rejoignez des réseaux, faites-vous aider, faites-vous coacher si vous voulez ou pas. Mais oui, on a besoin de féminin pour influencer l'avenir de l'humanité et on est formidable, on a plein de choses, plein de désirs, plein de capacités, plein de compétences, plein d'ambitions et il est temps de donner vie à tout ça. Voilà. Je suis tellement d'accord. Écoute, merci beaucoup Marie, puis j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer quand je viendrai en Bretagne voir ma sœur. Allez, bonne soirée à toi Marie. Bonne soirée, Christine. Alors voilà, ma conversation avec Marie-Éloi est terminée, mais peut-être que vous avez encore du temps et que vous avez envie de continuer à explorer cette thématique de la puissance féminine et de la réussite au féminin. Dans ce cas-là, je vous invite à écouter l'épisode 73, intitulé « Être entrepreneur au féminin », ainsi que l'épisode 70, « Être pérennial, rêver notre vie, quel que soit notre âge ». Et enfin, l'épisode 40, « Opting out, comment les femmes redessinent la réussite sociale ». Et si vous avez encore un peu du temps, je vous invite à écouter l'épisode 50 de la Wonder Woman à la Badass, une nouvelle possibilité pour les femmes aujourd'hui. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicki.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner.
En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.